Bonjour à tous. Alors je vais vous parler ce soir d'un projet open source que j'ai commencé il y a quelques mois déjà, en septembre dernier, qui est un reverse proxy et qui s'appelle Trafic, qui est écrit en Go. Alors quelques mots sur moi déjà. Du coup, je suis développeur. J'ai travaillé dans diverses entreprises à Paris. J'ai passé pas mal de temps à Toulouse, un peu chez Airbus, un peu chez Lyra. Et là, j'ai migré il y a 1 an et demi à Lyon chez Zenica. Et j'étais, on va dire, DevOps. Je donnais pas mal de formations, etc. Du coup, je jouais pas mal avec Docker et avec Go aussi. Et du coup, je suis le créateur de Trafic. Alors, pourquoi un reverse proxy? En tout cas, pourquoi un autre? Parce qu'il y en a déjà sur le marché, HAProxy, Nginx pour les plus connus. Ça tient en un mot, c'est microservices. Aujourd'hui, de plus en plus, on a tendance à utiliser une nouvelle architecture pour créer des applications. Avant, on avait tendance à créer des applications grosses, monolithiques, sur des serveurs d'applications, style, quand on parle de Java, en JBoss ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on a plutôt tendance, pour faciliter les déploiements et les mises à jour des applications, à splitter ces grosses applications monolithiques en plein de petits services indépendants, faiblement couplés, et qui parlent les uns avec les autres, souvent en utilisant du HTTP REST tout simple. Bon voilà, en gros, c'est une nouvelle façon de concevoir les applications, une nouvelle façon de les déployer en production. Et ça a été pas mal popularisé par certaines startups bien connues, du style Netflix par exemple, où toute leur architecture est en microservices. Et du coup, eux, c'est pas des rigolos, quoi. Ils déploient des dizaines de milliers de microservices, quoi. Donc, quand on voit leur diagramme d'architecture, c'est un peu fou. Donc, voilà, il y a toute une communauté qui s'est créée autour de ce type d'architecture. Et plein d'outils qui sont apparus et qui permettent de faciliter la création de microservices et la gestion de microservices, notamment les conteneurs et plus particulièrement Docker. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Docker. C'est la voie royale des microservices, parce que ça permet de packager ces applications beaucoup plus simplement, de les déployer super facilement avec un certain standard. Un standard de facto parce que c'est le plus utilisé, le plus simple. Mais après, il y a quand même des concurrents, RKT par exemple de CoreOS qui permet de faire des conteneurs. Et sinon, il y a des systèmes beaucoup plus anciens, comme LXC qui permet de faire des conteneurs, etc. Mais c'est un petit peu plus des outils destinés aux barbus quand même. Quand on fait des microservices, on va aussi tout de suite avoir besoin d'outils pour gérer en production tous ces services qui se baladent un peu dans la nature, pour faire notamment, pour gérer, pour checker la santé de chaque service, par exemple, les redémarrer si jamais il y a un service qui est down ou qui ne répond plus, pour scaler un service si on a besoin de plus de bande passante sur une application à un moment donné. Il y a besoin de tout un outillage pour gérer ça. Et on va utiliser des orchestrateurs. Donc c'est des outils qui sont relativement récents sur le marché. Enfin, je veux dire, l'année dernière, c'était encore vraiment très peu mature comme outillage. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus. Pour n'en citer que quelques-uns, par exemple, Apache Mesos, c'est un des gros du marché, un qui est utilisé en prod depuis pas mal de temps, notamment chez Twitter, chez Airbnb, chez eBay, chez Apple. Votre assistant vocal Siri, quand vous lui parlez, en fait, ça part sur un cluster Mesos derrière. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en prod, qui est pas mal utilisé, qui est donc une solution éprouvée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il permet, à travers des frameworks, qu'on peut voir un peu comme des plugins, il permet de déployer sur des clusters différents types de techno. Ça peut très bien être un cluster, on peut très bien déployer des clusters Elasticsearch, des clusters même MySQL. Twitter, ils ont fait un framework pour MySQL, et des clusters de conteneurs Docker, en utilisant Marathon, par exemple. Et ça, j'en parlerai plus après. Un autre orchestrateur qui est connu, c'est Swarm, qui est fait par Docker. La particularité de Swarm, c'est qu'il expose la même API que le démon Docker. Donc ça, c'est assez sympathique. Quand on connaît Docker,
on connaît Swarm directement. Il y a quelques petites notions en plus, mais en gros, en tout cas, l'API est la même, donc on ne sera pas du tout perdu par les notions. Bien que aujourd'hui ce soit en train d'évoluer, parce qu'ils ont annoncé SwarmKit la semaine dernière, et qui est qui crée des nouvelles notions. Donc on verra quelle direction ça prend. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un des connus. Autre orchestrateur connu, évidemment, Kubernetes de Google, avec Red Hat derrière, enfin pas mal de gros. Donc là, c'est un orchestrateur qui est vraiment orienté conteneur, pour le coup. Autant avec Mesos, on n'est pas, on peut déployer des conteneurs, mais pas que. Autant Kubernetes, c'est vraiment orienté conteneur. C'est un petit peu plus complexe, il y a plus de notions que dans ces autres orchestrateurs, mais par contre, ça permet d'aller plus loin et d'avoir une infrastructure beaucoup plus poussée, quoi. Les services discovery, ça c'est pareil, c'est un outil dont on a souvent besoin quand on va créer une plateforme à base de microservices. Un service discovery, c'est tout simple, c'est un annuaire dans lequel viennent s'enregistrer les applications, juste pour savoir où elles se trouvent, c'est-à-dire quel IP, quel port. Donc en gros, au démarrage, les applications vont s'enregistrer dans cet annuaire, et quand un service a besoin d'un autre service, il interroge cet annuaire et peut aller le trouver directement. Donc l'intérêt de ces services discovery, là par exemple, j'ai mis les deux plus connus, les deux plus récents, c'est Consul de HashiCorp et ETCD de CoreOS. ETCD par exemple, c'est utilisé par Kubernetes, Consul c'est utilisé par pas mal d'autres choses aussi. C'est les deux connus du moment, mais il y a Zookeeper aussi qui est un peu plus ancien mais très utilisé par Mesos par exemple. Il y a Eureka de la stack Netflix OSS qui est sympa aussi. Mais voilà, ces deux-là, c'est les deux plus récents, et ils sont tous les deux écrits en Go également. Donc l'intérêt de ces services discovery, c'est qu'évidemment, ils sont distribués. Donc évidemment, ça supporte le HA, donc s'il y a des machines qui tombent, ça marche quand même. Enfin voilà, c'est quand même des systèmes assez complexes, quoi. C'est pas juste des bases de données classiques. Ok. Bon, du coup, on a mis en place toute cette stack pour gérer et déployer nos microservices en prod. On a créé nos conteneurs Docker avec des belles images. On a choisi un orchestrateur, un service discovery, et il arrive à un moment donné où on va souvent avoir besoin d'un reverse proxy. Vous connaissez sûrement le principe d'un reverse proxy, pour router souvent à partir de vhost, de sous-domaine ou de pass dans des queries vers des applications spécifiques. Donc voilà, si je vais taper sur le domaine api.domaine.com, le reverse proxy va l'envoyer vers l'application API. Donc ça, c'est le boulot d'un reverse proxy. Et le problème, du coup, avec les microservices, c'est que, par définition, on a adopté une architecture de microservices parce qu'on voulait qu'elle soit dynamique. On voulait pouvoir déployer nos applications éventuellement plusieurs fois par jour, déployer des nouvelles versions, faire des rolling upgrades. Enfin, voilà, on voulait que notre infrastructure soit dynamique. Donc, faut bien imaginer que ces applications, ici, ne sont pas statiques et n'arrêtent pas de bouger. Et le problème, c'est que les reverse proxy classiques sont configurables à partir d'un fichier de configuration statique. C'est-à-dire que on rentre les routes dans le fichier de configuration, et après on redémarre le reverse proxy. Donc si on veut déployer une nouvelle application grâce à l'orchestrateur, c'est un peu compliqué parce qu'il faut régénérer un nouveau fichier de configuration avec les nouvelles routes et ensuite redémarrer le reverse proxy en espérant que n'y ait pas trop de zéro downtime, enfin qu'il y ait du zéro downtime dans les connexions déjà existantes, ce qui est relativement complexe à faire parce qu'on est obligé de forker le processus avec HAProxy par exemple, et le zéro downtime est pas forcément évident et des fois instable. Donc on se retrouve à devoir, en plus de ça, utiliser des outils pour générer des fichiers de configuration pour ces reverse proxy, et ça devient quand même un peu une grosse usine à gaz à maintenir. Et on est obligé en gros d'avoir 2-3 logiciels juste pour mettre à jour le reverse proxy, et en plus on espère que les connexions ne seront pas perdues. Il n'y en a pas qui marchent avec des API
traditionnels, genre le TIC, ne fonctionne pas avec des API? Bah, il y en a, enfin, par exemple, Nginx fournit, c'est la version payante qui fournit des API. Ouais. Mais en open source, enfin les deux gros open source, Nginx et HAProxy, non, on ne peut pas le faire. Donc voilà. Donc c'est là où c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire Trafic, parce que je travaillais sur ce type d'architecture et quand je devais mettre un reverse proxy en place, ça me mettait un peu des boutons parce qu'on avait des très beaux outils et puis là un reverse proxy avec plein d'outils autour pour gérer cet outil statique. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'existe pas un reverse proxy dynamique qui expose une API et où on pourrait lui pousser des routes dynamiquement, quoi, sans devoir le redémarrer. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai débuté ce projet. Et je suis allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que plutôt, non seulement ce reverse proxy, il expose une API en REST sur laquelle on peut aller lui pusher des nouvelles routes, mais en plus, il est aussi capable d'aller se brancher sur l'API des orchestrateurs du marché pour générer ces nouvelles routes automatiquement. Donc ça veut dire qu'on va déployer des nouvelles applications en utilisant l'API de l'orchestrateur, donc par exemple sur Kubernetes, et Trafic, lui, il va écouter cette API, il va recevoir les events de l'orchestrateur, et il va se dire « Ah, tiens, il y a une nouvelle application qui est déployée, je génère sa route, et basta ». Donc en gros, ça permet d'automatiser complètement le process. Alors du coup, ce reverse proxy, je l'ai écrit en Go pour pas être original du coup, parce que tout le monde fait du Go en ce moment dans les logiciels d'infrastructure. Mais c'est pas que pour être à la mode, c'est parce que c'est un langage qui se prête plutôt bien à ce genre de logiciel. Pour plein de raisons, mais c'est un langage qui a été créé par Google, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est relativement récent. La V1.0, elle date de 2012. Et il y a eu une large adoption sur le marché de l'infrastructure. Donc Docker est écrit en Go. Et bon, ça a pas mal promu ce langage. Kubernetes est écrit en Go, etcd, Consul, enfin bref. Il y a vraiment énormément d'applications dans ce domaine qui sont écrites en Go. Ça compile rapidement, c'est un langage qui est à plutôt bas niveau, qui est plutôt rapide également, mais qui est garbage collecté. Ça permet de faire de la cross-compilation depuis une seule machine, c'est-à-dire que depuis ma machine, je peux créer un binaire sous Linux, parce que je suis sous Linux, mais je peux aussi créer un binaire Windows, un binaire qui va marcher sur Mac, un binaire ARM. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Je peux déployer mes binaires super facilement parce que toutes les dépendances sont incluses dans le binaire lui-même lors de la compilation. Donc ça, c'est vachement important. Parce que ça veut dire que j'ai besoin de rien installer sur ma machine cible quand je vais déployer un binaire compilé par Go. Donc ça, c'est quand même très important, mais même pas de libc, quoi. Rien. Il y a besoin de rien. Donc on peut créer une image Docker avec un binaire Go juste en mettant le binaire dans une image vide, Scratch, et ça marchera. Donc il est capable d'écouter les API de plusieurs back-ends, donc Docker. Et comme il est capable d'écouter l'API de Docker, il est capable d'écouter l'API de Swarm parce que c'est la même. De Mesos sur le framework Marathon, de Consul, de TCD, de Zookeeper. Voilà, Trafic, on peut choisir de plugger avec l'orchestrateur ou le service discovery de son choix. Oups. Donc évidemment, la principale feature, c'est qu'il supporte le hot reloading avec du zéro downtime réel. Donc ça veut dire que vous pouvez ajouter une route et les connexions ne seront jamais perdues. Il fait du load balancing par défaut, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs serveurs dans un back-end, il va faire du load balancing entre tous les serveurs pour répartir la charge, donc en waiting round robin et en dynamic round robin, il y a plusieurs stratégies. Il permet aussi de mettre en place des circuit breakers, ça c'est assez intéressant, des coupe-circuits en français. Ça a été introduit notamment dans la stack OSS de Netflix. Donc en gros, ça permet quand des serveurs back-end sont un peu surchargés et mettent du temps à répondre, commencent à envoyer des timeouts ou des erreurs réseau, en gros, le reverse proxy, il va même plus contacter les back-end qui sont mal en point, il va directement renvoyer une erreur au client
pour éviter de surcharger les backends de connexions qui sont déjà mal en point et éviter d'empiler les connexions sur le reverse proxy. Donc ça, c'est un truc assez important pour la prod, quoi. Et du coup, au bout d'un certain temps, le reverse proxy va retenter de se connecter à ses serveurs et si il y arrive, il va remettre une connexion normale. Donc ça permet vraiment juste de couper la connexion avec les serveurs quand ils sont mal en point, quoi. Donc c'est assez important. Il supporte aussi du replay de request, donc tout simplement, s'il envoie une requête une première fois à un serveur qui renvoie une erreur ou qui part en timeout ou je ne sais pas quoi, il est capable de renvoyer cette requête à un autre serveur en faisant du load balancing du coup. Donc on est sûr de ne pas perdre de request. Et il est HTTP2 nativement. Ça, c'est une des joies de Go, notamment depuis la 1.6, parce que nativement, Go est compliant avec HTTP2. Donc ça, c'est assez sympa. Ça permet d'avoir des performances largement améliorées par rapport au HTTP1. Mais en entrée, il prend du HTTP 2. Mais... Enfin, il supporte le HTTP2, ce qui veut dire que si tu essayes de te connecter, si ton client ne supporte que le HTTP1, évidemment, il va faire du HTTP1. Mais il fait du HTTP2 derrière, non? Également. Il peut rentrer du 1 et sortir du 2, non? Ouais. Ouais, ouais si. Ouais. Bon, je vais vous faire une petite démo de tout ça. Je vais m'asseoir. Ok, alors je vais commencer en faisant simple, c'est-à-dire que je vais démarrer Traefik et je vais le connecter à l'API de mon démon Docker qui est local. Et je vais déployer des conteneurs et on va voir ce qui va se passer. Donc, Traefik supporte, on peut configurer Traefik à partir d'un fichier de configuration de type TOML. Bon, c'est un format de fichier de configuration. On peut aussi le configurer avec des arguments et plus tard, il y aura sûrement d'autres solutions. Du coup, voilà. Là, je lui dis juste, va te connecter à l'API Docker en utilisant la socket Unix Docker, etc., etc. Hop. Donc, je démarre Traefik. Hop. Donc, il expose une web UI. Donc là, il n'y a pas grand-chose à voir parce que je n'ai pas déployé de conteneur. Du coup, je vais en déployer un tout de suite et on va voir ce qui va se passer. Hop. Alors, c'est pas super pratique, c'est un peu petit, mais bon. Hop. Ok, alors je vais expliquer très rapidement cette commande. Donc là, je démarre un conteneur Docker et c'est un serveur que j'ai écrit en Go, tout simple. Et c'est juste le but de ce serveur, c'est qu'il va nous afficher, enfin, quand on fait une requête sur lui, un get, il nous affiche juste l'IP du conteneur dans lequel est démarré ce serveur et les headers de la requête qu'on a fait. Bon, c'est vraiment juste un serveur de test, quoi. Et je le démarre avec deux labels Docker un peu particuliers qui sont propres à Traefik, donc Traefik.backend et Traefik.frontend.rule. Donc c'est surtout le second qui va nous intéresser. En gros, le Traefik.frontend.rule, je définis une règle de load balancing, c'est-à-dire quand je vais aller taper sur Traefik en utilisant le nom de domaine test.localhost, lui, il va me rediriger vers ce conteneur. Okay. Donc je peux, en utilisant des labels Docker, je peux changer la façon dont Traefik va générer les routes en interne. Okay. Donc il a un comportement par défaut, mais là j'ai utilisé des labels pour choisir exactement ce que je veux faire. Donc je vais démarrer, je démarre mon conteneur, donc je vois qu'il est en train de démarrer, on voit qu'automatiquement il apparaît dans la web UI. Ça c'est l'adresse IP du conteneur, donc on peut aller taper dessus pour voir ce qui se passe. Donc on voit qu'il nous répond. Donc ça c'est
l'application Wamai en Go qui répond ça. Et donc on peut essayer aussi d'y accéder, cette fois en utilisant le nom de domaine. Et là, je vais aller taper sur le port de trafic. Et c'est lui qui va me rerouter vers le bon conteneur parce que j'y accède avec ce nom de domaine-là. Okay, si j'essaye un autre nom de domaine, je vais tomber sur rien du tout. 404 not found parce que je n'ai pas déployé de conteneur avec cette règle-là. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est, on imagine que je veux un peu plus de, je veux scaler mon application, donc j'ai juste à déployer 2-3 fois l'application. Hop, ça apparaît directement dans Trafic qui écoute l'API de Docker. Et ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir faire des requêtes. Alors je vais utiliser curl cette fois. Hop. Donc là, si je fais une première requête curl, on voit que je tombe sur l'adresse IP 172.17.05.04.03.02. 05 04 03 02. Donc en fait, je suis en train d'aller taper sur ce front-end là de trafic et lui, il fait du load balancing entre les 4 serveurs automatiquement. Ok. Donc ça, c'est assez sympa. On n'a pas eu à faire grand-chose. Le load balancing est fait automatiquement. Ok. Bon, du coup, là, je vous ai montré avec un démon Docker. C'est d'aucune utilité en production. Parce que on va rarement déployer des applications en production juste sur une machine. Donc on va devoir souvent utiliser un orchestrateur qui sera sur plusieurs machines, etc. Donc là, je vais vous montrer comment on peut faire fonctionner Trafic avec Mesos. Alors, du coup, je vais déployer Mesos rapidement. Ok. Ok, il est déployé. Donc là, on tombe sur la Web UI de Marathon. Donc c'est le framework propre à Mesos qui permet de déployer des conteneurs. Et du coup, là, je vais aller changer un petit peu la configuration de trafic et je ne vais pas le plugger sur Docker, mais je vais le plugger sur l'API, le endpoint de Marathon. Ok. Donc Marathon, il expose une API sur le port 8080. Donc voilà, je lui dis d'aller écouter cette API-là. Hop. Donc je vais démarrer Trafic. Voilà. Et donc de nouveau, bon bah là, si je vais jeter un œil à sa web UI, c'est vide parce que j'ai toujours pas déployé d'application avec Marathon. Donc je vais déployer une application dans Marathon et on va voir ce qui va se passer. Alors, hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un descripteur d'application pour Marathon. Donc Marathon, il accepte du JSON en entrée. Enfin, je veux dire, on va taper directement sur son API REST. Donc on va lui envoyer du JSON. Donc pareil, je vais déployer le même serveur, Emile Vosges /Wamai. Je vais déployer 3 instances de cette application-là dans Marathon. Un truc important, c'est le health check, c'est-à-dire que là, je lui dis, avant que cette application pour que cette application soit considérée comme en bonne santé, tu dois devoir faire un health check tous les temps de secondes. Et si ce health check est OK, alors elle est en bonne santé. Donc là, je lui dis comment aller faire ce health check. Donc tu vas faire une requête HTTP sur le port, sur le premier port, sur le pass /. Et j'utilise toujours les labels pour Trafic. Donc là, c'est des labels Marathon. Enfin, c'est plus des labels Docker, c'est des labels Marathon. Pour définir les routes qui vont être créées par Trafic dynamiquement. Donc je vais envoyer ce fichier curl. Hop. À Marathon. Voilà. Donc là, je lui ai demandé de déployer mon application Wamai. Je lui ai demandé d'en faire 3 instances. Donc là, c'est en cours de déploiement. Et donc on voit que pour l'instant, dans Trafic, il ne se passe rien. Voilà.
Donc là, les 3 applications sont démarrées. Et dans Trafic, elles apparaissent automatiquement parce que Trafic écoute l'API de Marathon. Et donc, comme tout à l'heure, je vais être capable de faire des curls sur cette application. Et donc, normalement, je vais faire du load balancing sur les 3 instances. Donc là, 172.17.07, 06, 08, 07, 06, 08. Donc on voit qu'il fait bien du load balancing entre les 3 instances qui ont été déployées sur Marathon. Et comme tout à l'heure avec Docker, avec Marathon, on peut faire des trucs assez sympas, du style, j'ai une charge plus importante tout à coup, je veux déployer non pas 3, mais 5 instances de cette application. Et du coup, automatiquement, il va me redéployer 2 nouvelles instances pour répondre à la charge, à la hausse de charge. Et c'est pareil, hein, automatiquement, dès que ces applications, dès que le health check aura été OK, elles vont être visibles dans Trafic instantanément. Voilà. Voilà. Donc là, cette fois, si je refais mon load balancing, je vais non pas tomber sur 3 instances, mais sur 5. OK. Voilà. Alors, vous allez dire, OK, super, c'est cool, mais du coup, il y a quand même un petit problème, c'est qu'on n'arrête pas de déployer des nouvelles applications, mais nous, on aimerait bien les sécuriser et avec des certificats SSL. Et du coup, c'est quand même pas super simple, là, parce que comment on va faire, comment Trafic va aller faire pour aller récupérer les certificats SSL dynamiquement, enfin, où il va aller les chercher, etc. Et il y a une solution qui est relativement simple, qui s'appelle Let's Encrypt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais Let's Encrypt, c'est une société qui a un peu plus d'1 an, mais qui est assez récente. En fait, c'est une autorité de certificat, de certification, et qui fournissent des certificats gratuitement. Le truc qui est cool, surtout, c'est qu'ils exposent une API REST, et on peut demander des certificats automatiquement. On peut demander la génération des certificats automatiquement. Pourquoi ne pas l'intégrer directement dans Trafic et faire en sorte que Trafic aille directement s'adresser à Let's Encrypt et demande une génération de certificats à chaque application. Et c'est ce qui a été fait. Et je vais vous montrer. Alors. Ok, alors je me suis connecté à une machine distante sur laquelle est déployé Trafic. Et du coup, la particularité de cette machine, c'est que toutes les requêtes, j'ai une entrée DNS wildcard, étoile.test.trafic.io pointe vers cette machine. C'est simple. Ok, donc là, je vais faire un petit test. Je vais juste aller sur cette machine avec ce nom de domaine, devopstoulouse.test.trafic.io. Donc, évidemment, il ne se passe rien parce que je n'ai pas déployé d'application qui répondent sur ce nom de domaine. Donc là, je vais juste déployer toujours le même conteneur, Émile Vosges /whoami, et je vais lui dire de le déployer avec le nom de domaine devopstoulouse.test.trafic.io. Ah, oui, toujours la même erreur. OK. Je crois qu'il va y avoir un truc avec la majuscule. Pas de bol. Bon, alors je vais le faire autrement. Je vais juste mettre DevOps parce que je sens que ça va être... Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il est en train d'attendre Chrome. Pourquoi ? Parce que
Trafic est en train de faire une requête sur Let's Encrypt, donc sur l'API de Let's Encrypt, et en train de demander la génération d'un certificat pour le nom de domaine devops.test.traffic.io. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, quelques secondes. Et du coup, on va voir qu'au bout de quelques secondes, Trafic va recevoir le certificat et va être capable de me servir la requête en HTTPS, et ça avec un certificat valide pour ce domaine. Donc on va espérer que ça ne prenne pas 2 heures. Allez. Je sens que les dieux de la démo sont pas là. Tu t'es déjà pris un dictionnaire? Comment ça? Là, quelqu'un qui t'attaque avec des requêtes HTTP d'un dictionnaire. C'est-à-dire? Tu envoies un dictionnaire du DevOps, tu vas générer des centaines de milliers de requêtes là. Ah mais ça marche pas parce que en fait il répond si je m'adresse à Trafic avec un autre nom de domaine qui ne correspond pas à un conteneur déployé, il me renvoie un 404 quoi. D'accord. Donc il y a un check. Si tu le contactes par HTTPS, il va pas d'abord tenter de faire un Non. certif? Ah non. Non, le check est fait avant. Bah on peut le tester hein. Hop. Ok, comment ça se... Ouais. Bah, Si ah bah là ça doit pas marcher sur cette instance, mais je vous assure que normalement ça marche. Bon là ça m'a renvoyé je sais pas quelle erreur, mais il faudrait que je regarde. Mais en tout cas maintenant ce qui est sûr c'est que ça renvoie une 404. Voilà. Alors ouais, mais donc à position. Oui, on va voir si c'est bien ça. Voilà, enfin, ça c'est une des manières. Enfin, là, parce que je l'ai fait avec une option qui est on demand, c'est-à-dire qu'il va chercher les certificats à la première requête. Il y a d'autres moyens de le faire, c'est-à-dire, on peut très bien lui demander de pré-générer les certificats au démarrage de trafic. Enfin, voilà, il y a d'autres façons de faire. On n'est pas obligé d'activer le on demand, quoi. C'est clair que c'est une option sur laquelle j'ai mis attention avec plein de points d'exclamation. Bon, en tout cas, ça a fini par marcher après un peu de temps. Vous avez vu que là, j'ai une icône toute verte et que j'ai un certificat valide qui m'a été délivré par Let's Encrypt pour le nom de domaine devops.test.traffic.io. Et donc là, c'est quand même cool parce que ça m'a coûté rien du tout.